Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit de mon bilan de lecture du mois de janvier et d'un tout petit peu de blabla sur la fin. En janvier, j'ai lu 4 livres. C'est pas énorme, en fait, enfin si, ça va, ça fait un par semaine en gros, mais justement, il y a certains livres qui m'ont paru super longs quand d'autres m'ont paru super courts. Ou certains, des fois, me paraissaient longs à un moment, courts à d'autres. Bref, l'intro est déjà trop longue, on y va, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, c'est Zenlia, le tome 1, L'Arbre d'Or de Marine Stengel, publié aux éditions Elixiria. A savoir que c'est le deuxième livre que je lis chez les éditions Elixiria et le premier en tome papier. Le premier que j'avais lu chez eux, c'était un e-book. Malheureusement, même si c'est un tome papier, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà revendu sur Vinted. Ouais, j'aurais dû me dire, maintenant que tu fais des vidéos, attends un peu d'avoir fait ta vidéo avant de vendre. Mais voilà, écoutez, il y a des bouquins, ça fait des mois qui sont sur Vinted, ils sont toujours là. Et puis celui-là, il est parti direct. Voilà. Donc si je l'ai revendu, vous vous doutez bien que c'était pas du tout un coup de cœur. Je lui ai quand même mis la note de 13,5 sur 20. Ce qui est pas mal, hein. Enfin je veux dire, j'ai passé un moment correct. Je vais d'abord vous dire de quoi ça parle et ensuite je vous dis ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Donc, Zenlia, l'arbre d'or, ça parle de peuple d'elfes. Donc on a d'un côté les elfes blancs et de l'autre côté les elfes d'argent, avec la princesse Zenlia qui est une elfe d'argent. Et on a d'autres elfes, par exemple les elfes noirs. Et tandis que Zenlia et son âme sœur se déclarent justement un amour éternel, la maman de ce dernier meurt empoisonnée par les elfes noirs. À la suite de quoi, le père du prince héritier, puisqu'évidemment une princesse ne peut aimer qu'un prince, bref, le père du prince héritier, le roi Kendar, décide d'abolir la magie dans son royaume parce qu'il estime que c'est à cause de la magie que son épouse est morte. Donc Zenlia, elle, retourne dans son propre royaume. S'ensuit quelques péripéties qui vont faire de Zenlia non plus une princesse mais une reine, mais ses parents ne sont pas vraiment morts. Et puis surtout des guerres qui vont éclater. Une particulièrement bien sûr entre les elfes blancs et les elfes noirs. Hein, celle-là, fallait s'y attendre. Et donc voilà, donc on va suivre un peu ces deux amoureux qui se sont perdus et qui pour le coup vont se perdre peut-être réellement. Donc là c'est tout le suspense un peu du roman. Ce qui m'a plu dans ce roman en fait se situe après les 100 premières pages à peu près du roman. C'est-à-dire que les 100 premières pages ont été pour moi un petit peu laborieuses, je voyais tout à fait où l'autrice voulait en venir, et voilà, enfin je lisais, c'était sympa de voir les elfes comme ça, mais j'avais l'impression que c'était du fait et refait, et puis d'un coup, je sais pas, ça a basculé en plein milieu du roman, et je me suis dit, waouh, ce roman, il est juste génial, je l'ai trouvé mais addictif au possible, j'arrêtais pas, je tournais les pages, je pouvais plus m'arrêter, et quand on arrive, vous savez, au moment où vous sentez le climax arriver là dans le roman, au moment où vous sentez que tout va clasher, que tout va se passer, là je me suis dit, je sens qu'on arrive à un truc qui va pas me plaire, mais alors pas me plaire du tout, et ça ne m'a pas plu. Non, la fin ne m'a pas plu. Qu'on s'entende, elle est parfaitement en accord avec le reste du roman. Et le problème, c'est que je l'avais vu venir en fait, parce qu'il se dit des choses dans le roman et que c'est comme ça. Hein. Enfin, c'était un choix de l'auteur et c'est pas un choix qui m'a plu. Voilà. Il y a eu une discussion sur Instagram il n'y a pas longtemps avec Vibration littéraire qui a lancé le thème, à savoir est-ce qu'on est plutôt happy ending ou plutôt aux fins cohérentes. Et je crois qu'avec cette histoire, je sais que je suis happy ending. J'aime quand ça se finit bien. Ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, c'est pour moi. C'est peut-être pour ça que j'adore les contes d'ailleurs. Bref, voilà pourquoi il a eu une note correcte, 13,5. Mais voilà aussi pourquoi je lirai pas la suite de cette saga et voilà pourquoi je l'ai revendu sur Vinted. Je vous mets au passage le lien de mon Vinted dans la barre d'infos comme la dernière fois. Et surtout, je vous le rappelle que l'on ne peut se faire un avis que quand on a lu le livre. Hein. Donc je vous invite vraiment à le lire vous aussi. D'ailleurs, si ce quelqu'un l'a acheté, j'espère... quelqu'un qui l'a acheté, j'espère vraiment que ce roman lui plaira et que ça aura été un super achat pour lui ou elle. Je sais plus.
Voilà. Le deuxième roman que j'ai lu, celui-là, je peux vous le montrer, c'est Snowdonia de Jérémy Angelo, publié aux éditions Gloriana. Alors Snowdonia, c'est une longue histoire, j'espère pas trop longue pour cette vidéo, je veux dire, mais voilà. Donc Snowdonia, l'histoire en fait, c'est que je n'ai jamais lu de livre de l'auteur et du coup je me suis dit, je veux absolument le format papier. C'était une petite romance de Noël, ça sortait le 11 décembre de mémoire, donc je l'avais précommandé sur Amazon, je le voulais absolument en papier. Moi, si j'avais pu, je l'aurais commandé sur Gloriana, mais ils les vendent pas en fait, ils vendent juste genre les fins de série ou je sais plus trop quoi sur leur site, leur boutique. Et donc je l'ai précommandé sur Amazon, tiens. Sauf qu'il y a eu un petit bins qui a fait qu'il est arrivé le 5 janvier. Donc bon, ça tombait bien le 5 janvier, j'avais plus rien à lire, j'avais déjà fini Zenlia. Vous voyez, je l'ai lu en fait rapidement Zenlia en réalité. Mais voilà, bref, j'ai commencé Snowdonia. Et là, ça m'a pris des plombes à le lire. Enfin des plombes. Non, en fait, ça m'a pris aussi une petite semaine, toute petite semaine. Mais j'avais l'impression d'une grande lenteur. Mais avant, encore une fois, que je vous parle de mon avis, il serait bien, je défie, on revient, il serait bien que je vous parle de l'histoire. Donc, c'est une romance de Noël dans laquelle on retrouve Laurine, une jeune fille qui habite dans le Jura, dont le frère a un léger handicap physique, on va dire, et dont elle se sent un peu la protectrice. Mais tout ça va prendre fin lorsque ses parents lui disent « Écoute, on n'a plus assez d'argent pour nous nourrir tous les quatre, du coup, on va t'envoyer chez mon grand-oncle au pays de Galles. » Et là, tout va basculer pour Laurine, parce qu'elle avait un prétendant, même si à 17 ans, elle se disait c'est peut-être un peu trop tôt pour se marier, encore que en 1899, c'est correct, quoi, je veux dire. Mais elle se sentait psychologiquement pas prête, et on peut le comprendre, hein, on a tout eu 17 ans, et voire peut-être même 21, 25, ça correspondrait peut-être plus à ces âges-là aujourd'hui, mais voilà, elle se sentait pas prête, elle voulait pas quitter son frère, sa famille, son Jura, et bien la voilà propulsée à Snowdonia. Donc en fait c'est un parc. Moi je sais pas, j'imaginais complètement autre chose avec cette couverture, je crois que j'avais même pas lu le résumé de couverture, et c'est peut-être aussi ce qui m'a perdue. Donc elle arrive chez son grand-oncle qui est un grand écrivain et qui justement doit aller signer un contrat, ce qui fait qu'il lui dit je te laisse au bon soin de mon majordome Driston qui s'occupera de toi, de te faire découvrir les traditions, etc. Et moi je te retrouve au plus tard pour Noël. Et ça c'était le 1er décembre en gros. Donc elle arrive, elle est là toute seule, elle connaît personne, elle a même plus le seul et unique membre de sa famille inconnu jusqu'alors puisqu'il est parti. Et la voilà embarquée avec ce Driston, un majordome certes superbe, hein, physiquement parlant il est superbe. En revanche par contre il est imbuvable. Quoi. Enfin pas à boire il sait faire par contre, parce que lors de leur première sortie ensemble... il se met une petite mine, hein, voilà. Mais en dehors de ça, il est vraiment pas sympa du tout, quoi. Enfin, il est... Et puis d'autres fois, il est totalement chaleureux, etc. Et moi, ce qui m'a manqué aussi, parce que c'est pas un haters to lovers, comme on dit, mais parce qu'ils se détestent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à la base, ils s'aiment pas. Et puis finalement, ils vont tomber amoureux. Mais moi, le vont tomber amoureux, je l'ai pas vu, en fait. Et c'est ce qui m'a gênée dans ce roman. À un moment donné, on se dit, ah, ça y est, les sentiments commencent, et en fait non, ils se font un bisou, c'est fini. Et enfin moi je l'ai pas vu, mais comme je pense, c'est peut-être du fait que je ne l'ai pas lu à la période de Noël, que je l'ai trop attendu, que j'avais pas lu le résumé, et surtout que je m'imaginais complètement autre chose avec cette couverture, et voilà. Donc ça fait que j'ai mis à ce roman la note de 13 sur 20, c'est pas tip top, mais ça prouve quand même que j'ai passé un relativement bon moment de lecture. Et ce que j'ai adoré, par contre, parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai adoré, sinon j'aurais pas mis 13 sur 20, ce sont les traditions que l'on découvre, que l'on redécouvre à travers ce roman. Donc moi, pour certaines, c'était des traditions que je connaissais et que j'ai eu plaisir vraiment à retrouver. Le Christmas pudding, ça j'ai adoré. Je déteste ça, je veux dire le manger, pas bon, mais j'ai adoré retrouver cette tradition que me faisait vivre ma grand-mère lorsqu'elle était encore de ce monde. Elle nous en faisait chaque année à Noël, et même si je détestais ça, j'ai adoré le retrouver dans ce roman. Voilà, et il y a tout un tas de petites traditions comme ça du pays de Galles que l'on retrouve dans Snowdonia, et ça, rien que pour ça, ce livre vaut le coup d'être lu. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, même si moi je suis pas tombée en amour avec ce roman, je vous invite vous à le lire. Au passage, c'est bientôt la Saint-Valentin.
petite histoire d'amour comme ça fait pas de mal. Voilà, donc c'est tout pour Snowdonia. Ensuite, j'ai malheureusement pour vous lu un e-book. Je dis malheureusement pour vous parce que comme je suis nulle en incrustation d'images dans les vidéos, vous ne verrez rien, si ce n'est ça. Si j'arrive, voilà. Donc, The Dead House de Don Kurtagish, publié aux éditions du Chat Noir. Donc, si j'ai lu ce roman, si je l'ai acheté, en e-book pour le coup, c'est parce que j'ai adoré Ce qui hante les bois de la même auteure, qui pourtant est un roman qu'elle a écrit après. Donc je me suis dit, t'as adoré celui-là, lis celui qu'elle avait fait avant, hein. Il t'attirait pas tout à l'heure, mais maintenant il t'attire. Donc je l'ai de suite pris en e-book et il m'a plu. Voilà. Alors, The Dead House, de quoi ça parle? D'une maison morte, mais en fait pas avant la moitié du roman. Donc, de quoi ça parle concrètement? Ça parle de Carly Johnson, qui est une jeune fille qui souffre d'une pathologie psychologique, je suppose, je ne suis pas psychiatre, le dédoublement de personnalité. Et sa deuxième personnalité, son alter ego, ou sa sœur comme elle l'appelle elle, c'est Kathleen Johnson. Kathleen, elle vit la nuit. Elle prend possession du corps de Carly la nuit, alors que Carly, elle, sait tant que le soleil brille, tant que le jour est là. Voilà, donc elles se partagent en fait ce corps, toutes les deux. Elles n'ont aucun moyen de discuter l'une avec l'autre, puisque quand l'une est là, l'autre est absente. Donc il n'y a pas de discussion entre Carly et Kathleen. C'est vraiment deux personnalités dans une seule personne. Elle est d'ailleurs suivie par une psychiatre, le docteur Lansing, et dans un asile. C'est un peu comme ça qu'elle le décrit, et ma foi, c'est un peu le cas, donc dans un hôpital. Et donc on a en fait des retranscriptions de ses entretiens avec son psychiatre. On a des retranscriptions vidéo, parce que l'amie de Carly, Naida, a pour projet de terminale de faire une vidéo en fait sur son quotidien. Donc voilà, c'est un peu genre son TPE à elle. Bon, je sais, les TPE ça n'existe plus, mais que voulez-vous, moi je suis une ancienne déjà. Donc voilà, c'est un travail qu'elle fait pour la sociologie, voir comment vivent les jeunes aujourd'hui à 17 ans. Et voilà. Et Naida, elle n'est pas que ça en fait, elle est aussi un petit peu sorcière vaudou. Et quand Carly lui dit qu'elle a une sœur en elle, Kathleen, Naida voit tout de suite là une grande force, un grand pouvoir magique, à savoir que ce sont deux âmes emprisonnées dans un même corps. Et ça, pour un démon, c'est du pain béni. Donc, quand il va arriver quelques petites choses à la fois à Kathleen et à Carly, Naida va tout de suite dire c'est un démon qui veut prendre possession de toi, etc. Et donc voilà, il y a tout un facteur un peu à la fois psychologique, puisque dédoublement de personnalité, suivi psy, etc. Et fantastique parce que on ne sait pas, nous en tant que lecteurs, enfin moi j'ai toujours pas tranché à l'heure qu'il est, si c'est vraiment un dédoublement de personnalité, ou si cette Kathleen était vraiment là, s'il y avait réellement deux âmes dans un même corps. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman par sa construction, donc le fait qu'on ait comme ça des sortes de documents en fait, donc du journal intime de Kathleen. On parle aussi du journal des messages, donc un journal qu'elles tiennent toutes les deux, Carly et Kathleen, pour communiquer, vu qu'elles ne peuvent pas le faire. Je vous ai dit des retranscriptions vidéo, des retranscriptions d'interrogatoires de police, tiens d'ailleurs aussi, parce qu'il y a eu l'incident Johnson. Donc on sait dès le début qu'il y a eu l'incident Johnson, mais on ne sait pas ce que c'est. Évidemment ça a un rapport avec Carly, et très certainement Kathleen, puisque c'est le côté obscur de Carly. Mais on ne sait pas ce que c'est, on sait juste qu'il y a eu un truc, donc on vous dit J-52 avant l'incident Carly, etc. L'incident Johnson, pardon, etc. Et ça, déjà c'est bien trouvé quand même, c'est un peu, ça rend le truc un peu version polar. Et voilà, et puis ça m'a rappelé aussi cet ancien film qui s'appelait Projet Blair Witch, où on arrive dans une forêt avec la caméra sur l'épaule, etc. Et on voit tout ce que les jeunes voient, mais on voit pas les jeunes. Et en fait avec ce roman c'est un peu ça. Parce qu'on voit à travers les yeux de Carly, ou plutôt de Kathleen la plupart du temps, mais on voit pas Carly, elle, on la voit pas, on voit pas Kathleen non plus, et sauf quand elle se regarde dans un miroir, mais alors là, c'est presque pire, et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je lui ai mis la note de 17 sur 20, et je n'attends qu'une chose maintenant, c'est de commander au Chat Noir la prochaine sortie de Don Kurtagish, à savoir Les Brumes affamées. Voilà, j'attendais de voir si je pouvais être partenaire pour l'avoir
dans les mains gratuitement, on va dire. Mais j'ai pas été sélectionnée, mais vous savez quoi, je m'en fous en fait, parce que je vais l'acheter, hein, tout simplement. Puis en plus, il est magnifique avec une couverture à tomber de Mina M, bien sûr. Enfin, bien sûr, voilà. Et donc je vais l'acheter. Voilà. Pour la petite histoire, c'est une réécriture de Faust, et moi, prof d'allemand, une réécriture de Faust. Pour l'avoir lu et relu et relu pour le concours, j'attends de voir ce que ça donne sous la plume de Don Kurtagisch. Voilà. Le dernier roman que j'ai lu en ce mois de janvier, c'était le premier tome des Chroniques du Monde Or, L'héritier des sables. Alors déjà, matez-moi cette couverture, Nicolas Jamono. Hein, quand je vous parle de couverture, j'adore ça, en fait, je suis... voilà, j'adore les belles couvertures, j'adore les couvertures de Mina M, j'adore les couvertures de Nicolas Jamono. J'ai reconnu tout de suite, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée voir l'auteur. Et là seulement, je lui ai dit, bon, c'est Nicolas Jamono, ok, mais de quoi ça parle ton bouquin, là ? Donc, Lorenza, qui a auto-publié ce roman, donc déjà auto-publication, avec une couverture de ouf. Je me dis, ça peut être que bon. Donc, je dis, de quoi ça parle ton roman ? Et son roman, en fait, c'est un mélange de fantasy et de science-fiction. Alors, je lis plus beaucoup de science-fiction, en revanche, de la fantasy, j'adore ça. Et là, me dire c'est un mélange de genres, je dis, mais ok, banco, j'y vais. Alors, la couverture de ce côté-là fait plus fantasy, mais de ce côté-ci, vous avez... Ah, je vous vois plus. Ici, on voit clairement que c'est de la SF. Donc, L'héritier des sables, ce premier tome, c'est un tome d'introduction qui nous montre la partie fantasy de la saga et du monde créé par Lorenza, dans lequel on rencontre Akilam, le héros, qui est l'héritier du royaume ou de la cité-état de Barkhane. Son père, Jalel, a eu avant lui, je crois, 11 ou 12 enfants, que des filles, et lui, il était le premier et dernier garçon, parce qu'en fait, en le mettant au monde, juste après l'avoir mis au monde, sa maman, la reine, est décédée. Et donc rien que ça fait que Akilam n'aurait jamais dû survivre, parce que d'après les lois de Barkhane, un enfant ne peut pas survivre orphelin de mère, puisque pendant la première année, il n'y a que la mère qui doit s'occuper de l'enfant. Voilà, donc le père, quand il a vu qu'il avait un fils, il s'est dit « Ah, je peux pas, c'est mon héritier, je ne peux pas le laisser mourir. » Donc il a bravé les lois de sa propre cité pour le garder en vie. Et il se trouve que cet Akilam, c'est un surdoué, on va dire. Tout lui réussit, il arrive à tout faire. Du premier coup, ou presque, il comprend tout. C'est un super guerrier chasseur, enfin guerrier quoi. Et voilà. Le truc, c'est qu'Akilam ne se sent pas à sa place, ne se sent pas chez lui. Et pour le coup, ne se sent pas à sa place, ça, c'est tellement bien trouvé. La place de l'identité, de qui l'on est et de qui l'on voit que l'on est, hein, c'est pas très français, mais vous aurez compris l'idée, en fait, de la perception des autres, que les autres ont de vous et que vous avez de vous-même, tout est dans ce roman. Voilà. Et ce point-là, j'ai vraiment adoré. Parce qu'Akilam, c'est un prince très particulier. Comme je vous ai dit, tout lui réussit. Pour certains, il peut paraître hautain, alors qu'en fait, c'est pas ça quand il dit qu'il y arrive. C'est juste qu'il y arrive. Il est bon en tout. Voilà, il est bon en tout, point barre, quoi. C'est Akilam, il est bon en tout, faut l'accepter, mais certains ne l'acceptent pas. Et Akilam, quand on lui propose à l'âge de 14 ans de passer l'Adoul Royal, donc les épreuves qui permettront de savoir si oui ou non il est le digne héritier de son père et si oui ou non il pourra régner sur la cité-état de Barkhane, il accepte alors que c'est genre 5 ans trop tôt, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il accepte parce qu'il sait qu'il va réussir. Et de fait, il réussit, plus ou moins. Parce qu'en réalité, l'Adoul Royal consiste en tout un tas d'épreuves écrites, combats, machin, mais surtout en le fait de passer, pas très français, mais bref, il doit passer une décade, 10 jours, dans le désert, qui est vraiment un désert meurtrier. Hein. C'est le désert de Méditra. Alors c'est de la SF parce qu'on retrouve des mots comme Méditra, comme léopard, comme les chiens cales, qui nous rappellent à nous des choses. Et quand on lit ça, on se dit, ouais, clairement, en fait, c'est de la SF. On sait d'où ça vient, on sait ce que c'est Méditra. Et donc dans ce roman, c'est un désert, mais... bref, je vous laisse juger ou deviner ou lire et voir ce que ça peut être dans notre monde. Donc il doit passer 10 jours dans le désert de Méditra et en fait il en passe que 8 parce qu'il a un espèce de mutant qui vient lui dire il faut vite que tu rentres dans la cité, il s'est passé quelque chose, tu dois absolument rentrer. Donc lui il fait quoi ? Il monte sur son léopard apprivoisé ou plus ou moins, s'il est sauvage quand même, il monte sur le léopard et il rentre vite à la cité. Et le fait qu'il soit rentré 2 jours à l'avance, voilà.
Je crois que je vous ai raconté genre tout le roman. Mais voilà, ça me fait dire que j'ai pas mis assez. Voilà, j'ai mis à ce roman la note de 14,5 sur 20. Donc vous vous dites, c'est pas des masses pour une fille qui vient de nous raconter tout le roman. Hein. Et c'est vrai, et en fait c'est parce que quand je l'ai lu, j'étais super fatiguée. Je vois maintenant que j'ai mis qu'une semaine à le lire, mais c'est une semaine qui m'a paru extrêmement longue parce que j'étais super fatiguée. En fait, je crois que la fatigue, c'est le mot-clé de mon mois de janvier. Et à part The Dead House, j'ai pu apprécier réellement, à leur juste valeur, aucune de mes lectures. Donc, je suis vraiment désolée que ça ait pu entacher comme ça ma lecture et surtout mon appréciation des romans que j'ai pu lire, je pense. Peut-être qu'il faudrait que je les relise à un autre moment, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, donc même si j'ai trouvé que ce roman avait des longueurs, faut dire ce qui est, j'ai adoré, vraiment adoré la quête d'identité d'Aquilam. Et honnêtement, à l'heure qu'il est, je sais pas si je lirai la suite, mais peut-être au moins le tome 2, parce qu'en fait, Lorenza, l'auteur que j'ai rencontré, l'autrice, m'a dit qu'en fait, les tomes fonctionnent par deux, et que si on lit les 2 premiers tomes, on peut aussi s'arrêter là. Je pense, peut-être pas tout de suite du coup, que je lirai le 2e tome, ne serait-ce que pour avoir une petite fin à cette histoire, et savoir ce que devient Aquilam. Voilà. On est déjà à 20 minutes, 21 minutes de vidéo, et je vous avais dit que c'était pas juste un bilan lecture, mais qu'il y avait un peu de blabla. Vous m'avez vu certainement regarder en bas, donc la dernière fois j'avais aussi regardé en bas parce que j'avais mes petites notes, parce que je triche, mais cette fois j'ai pris un carnet pour écrire mes petites notes de triche. Voilà, c'est mon carnet de lecture, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez. Donc je l'ai commencé en janvier. Là, pour le coup, quand j'ai commandé chez Amazon, c'est arrivé de suite, enfin bref. J'ai mis des petits trucs comme ça, voilà, pour les mois. Donc, je note à chaque fois ma lecture, pardon, j'avale de travers. Je note à chaque fois ma lecture, l'auteur, la maison d'édition, tout ça. Quand est-ce que je l'ai commencé, si je m'en souviens, et surtout quand est-ce que je le finis. La note que j'y ai mise sur mon blog. Très pratique pour les vidéos. Et puis mon avis en bref et éventuellement une petite note. Donc là pour Zenlia c'était vendu sur Vinted. Voilà. Et de ce carnet je m'en sers aussi pour quand je regarde des vidéos sur YouTube. Parce que je suis peut-être pas une grande youtubeuse depuis longtemps, mais j'aime bien les vidéos sur YouTube. Et quand j'en regarde certaines, parfois je note. Je prends des notes comme ça pour répondre en commentaire, avoir un commentaire structuré. C'est sûrement encore une fois un défaut qui me vient de mon métier de prof, voilà, une prof qui perd ses mots. Donc voilà, là par exemple, je regardais la vidéo de Vibration littéraire, voilà, encore une fois je vous parle d'elle, où elle parle de romans que j'ai envie de lire, etc. Et puis dernièrement, donc, j'ai regardé une interview de Auteur en live, donc chaîne pour laquelle normalement je serai en interview en mars, et donc là c'était l'interview de Damien Verret, un auteur que je connaissais pas du tout, mais qui m'a de suite plu en fait dans son interview, que j'ai malheureusement pu regarder qu'en replay parce que en fait, les horaires des interviews, c'est 21h. Et 21h, moi, c'est à peu près l'heure à laquelle on couche notre fille. Donc voilà, c'est difficile d'arriver à l'heure. Et puis, comme je vous ai dit aussi, en janvier, j'étais super fatiguée. Donc j'avais un roman aussi à corriger. Donc ça y est, il est corrigé, il est envoyé chez les bêtas. On croise les doigts qu'il n'y ait pas trop de choses à refaire parce que je me suis prévu qu'une semaine pour le relire avant de l'envoyer à mon cher éditeur. Bref. Donc voilà, je me mettais sur l'ordi pour corriger éventuellement, mais surtout j'évitais l'ordi en fait, et je me mettais devant mon bouquin, et pour le coup, je reviens sur celui-là, je lisais 10 pages, et je m'endormais, j'étais crevée, 10 pages quoi, voilà. Alors que hier, mon nouveau roman, j'en ai lu presque 100 pages, et j'aurais pu lire plus si je m'étais dit, ah ben je t'ai fille, c'est l'heure d'aller se coucher là. Voilà, donc vous voyez, le mois de janvier, il a été un petit peu compliqué niveau lecture. Voilà, j'espère que le mois de février sera meilleur. En tout cas, c'est bien parti. Je vous dis pas ce que je lis. Enfin, je vous ai tout dit sur Instagram. D'ailleurs, au passage, je vous remets le lien de mon Insta dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vous mets aussi en barre d'infos en fait tous les titres des romans et comme je les ai lus dans le cadre du Cold Winter Challenge, aussi les catégories et les menus auxquels ces romans appartiennent. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, bien sûr, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, 24 minutes 05, 06. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, voire même à commenter si jamais vous avez des choses à dire, des questions, je sais pas quoi. Et si le contenu vous plaît, je veux dire ce genre de vidéo, moi je prévois d'en faire
une par mois, peut-être 2 ce mois-ci, parce que j'ai eu beaucoup de bouquins en janvier, donc voilà, peut-être un book haul. Bref, si cette vidéo vous a plu, et la précédente, et peut-être celle d'avant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, et j'espère qu'on sera bientôt super nombreux. Waouh, je crois qu'on n'est même pas 10 pour le moment, mais c'est pas grave en fait. Moi je m'éclate à faire les vidéos et je crois que c'est tout ce qui compte. Bref, il est temps pour moi de vous souhaiter une superbe navigation sur YouTube. Et moi je repars lire. Ciao!